Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi la famille, un joyeux début de semaine, une autre vidéo statique pour vous la famille et on commence live. N'oubliez pas avant de commencer, c'est le 1er août, donc c'est le meilleur moment d'accéder au Discord, le club des champions. Rappelez-vous que je ne vais plus faire des streams sur YouTube, il n'y a que des streams sur le Discord. 2, 3, même 4 streams par semaine, des nouvelles opportunités, une communauté incroyable et plein d'autres choses. Donc, je vous le dis, je vous le répète, intégrez le Discord si vous voulez vous améliorer. Sinon, sur YouTube, ce sera des vidéos statiques entre 20 et 25 minutes. On commence live. LeadSwap suspend les échanges alors que les pirates auraient siphonné plus de 630 000 dollars en Ethereum. Waouh! Donc, LeadSwap a interrompu les opérations de trading en raison de failles de sécurité potentielles, soupçonnant que des pirates ont infiltré ses pools de liquidités en raison de l'arrêt. Les experts en sécurité en chaîne collaborent avec LeadSwap pour récupérer les fonds gelés. Les pirates ont peut-être exploité une fonction de contrat intelligent non protégé, gonflant artificiellement un prix symbolique et siphonnant 342,5 Ethereum. Incroyable. On avance. FTX confirme son intention de relancer l'exchange. Donc, FTX a confirmé son intention de relancer l'échange. Les administrateurs de la faille ont récemment déposé une proposition concernant le redémarrage de FTX.com, mais l'échange servira des clients offshore. Selon le plan, les anciens détenteurs de TTF n'ont droit à rien. Donc la bourse en faillite cherche également à organiser ses créanciers en différentes catégories de demandeurs. Dans le dossier, une voie a été tracée pour qu'une classe de demandeurs redémarre l'échange FTX avec des investisseurs tierces. Cependant, le groupe doit s'entendre collectivement avant de prendre une décision. Donc FTX, sûrement il va reprendre le business, mais en même temps, je ne l'ai pas mis sur cette vidéo, mais Sam Bankman-Fried, donc le gars qui était derrière FTX, c'est lui qui a créé le shitcoin Bald, B-A-L-D. Et Bald, il a explosé. Et là, maintenant, il est en train de crash. Yo, ça, c'est un vrai enculé, ce gars-là. Sam, là, c'est un vrai enculé, je te jure, c'est incroyable. Anyway, on avance. Binance Japon commence à intégrer les clients. Binance Japon, une filiale de Binance, a lancé une nouvelle plateforme dans ce pays d'Asie de l'Est et a commencé à intégrer de nouveaux clients. Suite au lancement de cette plateforme dédiée, les clients basés au Japon qui ont déjà un compte Binance mondial recevront une notification leur conseillant de poursuivre le processus de migration après le 14 août 2023. En novembre 2022, Binance a acquis Sakura Exchange Bitcoin, qui était un fournisseur de services d'échange de crypto sous licence. L'objectif de Binance était d'entrer sur le marché japonais et de travailler avec les parties prenantes et les associations industrielles concernées pour se préparer à construire l'écosystème Web3 au Japon de manière totalement conforme. Donc Binance Japon qui commence à intégrer les clients. Donc Binance Japon, je pense qu'elle a le feu vert pour opérer au Japon. Ici, on a notre ami Richard Hart. Il était temps pour de vrai, il était temps. Avec toutes les vidéos qu'il balançait sur Twitter avec des sacs Louis Vuitton, avec avec un lifestyle de fou. Moi, ça ne me dérange pas. Le mec, il mérite. Si tu fais de l'argent comme ça, vas-y, profite, fais tes trucs. Mais quand tu fais des ICO, quand tu sais que la SEC, elle poursuit n'importe quelle compagnie qui fait des ICO, etc., 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 donc tu sais clairement que ton tour viendra. Au lieu de te cacher et de faire les choses tranquilles en dessous de la table, bah, le mec, il était... voilà, regardez ma vie, regardez ce que je fais, et là maintenant la SEC l'a poursuivi. Donc la SEC américaine poursuit Richard Hart, Hex et Pulse Chain sur des titres non enregistrés et des allégations de fraude. Hart a levé plus d'1 milliard de dollars sur 3 offres de titres non enregistrés différentes selon la SEC. Waouh! La SEC des États-Unis a poursuivi le spécialiste du marketing internet Richard Scholar, connu sous le nom de Richard Hart, et ses projets Hex, Pulse Chain et Pulse X, alléguant qu'il avait levé plus d'1 milliard de dollars sur 3 offres de titres non enregistrés différentes à partir de 2019. Hart a également fraudé ses investisseurs, a allégué la SEC dans un procès lundi en utilisant les fonds des investisseurs pour des biens personnels. Donc le mec, c'est sûr qu'il va payer une folle amende, ça c'est sûr et certain, surtout qu'on parle de 1 milliard là, waouh. Hart a continuellement vanté ses investissements comme une voie vers une richesse grandiose pour les investisseurs, affirmant que Hex, par exemple, a été construit pour être l'actif le plus apprécié qui ait jamais existé dans l'histoire de l'homme. Bah écoute,
Là, c'est le contraire qui est arrivé, hein, a déclaré le procès. Bien que Hart ait affirmé que ses investissements avaient pour but vague de soutenir la liberté d'expression, il n'a pas révélé qu'il avait utilisé des millions de dollars de fonds d'investisseurs Pulse Chain pour acheter des produits de luxe pour lui-même. Pulse X et Pulse Chain ont été lancés plus tôt ce mois-ci, mais ont connu des démarrages difficiles dans les semaines qui ont immédiatement suivi leur mise en ligne, avec des frais élevés, des problèmes de liquidité et des bugs exploitables. Les prix des jetons Hex, PLS et PLSX ont chuté après le lancement. Donc, Richard Hart, il a fait une vidéo sur Twitter, là, il est en train de circuler sur Twitter en ce moment. Donc, bien sûr qu'il va répondre, bien sûr qu'il va dire ouais, bien sûr qu'il va faire. Mais là, ici, c'est regardez comment il tient les choses et regardez comment il résiste avec Ripple. Tu penses vraiment que Richard Hart, il va intimider la SEC? Non. Je pense que Richard Hart, il va payer. Je pense qu'il va payer une putain d'amende. Et après, la suite, si vraiment il est déclaré comme fraudeur, il a vraiment fraudé, s'ils ont vraiment des preuves, etc., bah il peut vraiment avoir un mauvais moment, ce gars-là. On avance et là, on va passer à Ripple XRP. Donc, Ripple débloque 400 millions de XRP de escrow. Et ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que on sait que c'est 1 milliard qui se débloque à chaque mois depuis 2017. Et là, dans ce titre, on voit 400 millions de XRP qui ont été débloqués par Ripple. C'est vraiment bizarre. Et en plus de ça, il y a un mémo sur la transaction qui étourdit la communauté. Un mémo qui fait aucun sens pour de vrai. Même moi, je l'ai lu tout à l'heure, j'étais comme « What ?» Et ça va dans le wallet de Ripple en plus. Donc, c'est quelqu'un de chez Ripple qui a écrit ce genre de mémo là, tu vois. Donc, un mémo de transaction sur une récente exécution d'entièrement Ripple impliquant 400 millions de XRP étourdit les membres de la communauté en raison de sa nature étrange. C'est vrai, même moi, j'étais comme... C'est bizarre ce truc. Ripple a déverrouillé les jetons XRP de ses portefeuilles d'entièrement dans le cadre de son exercice mensuel d'exécution d'entièrement. Cependant, l'une des transactions d'exécution d'entièrement impliquant 400 millions de XRP. Tu vois, donc c'est une transaction qui implique 400 millions de XRP. Mais en fait, il y a toujours le 1 milliard de XRP qui sort à chaque mois. Ok, donc ça, c'est juste le titre qui mélange les gens. Mais en fait, le 1 milliard a été débloqué. Mais là, on parle d'une transaction qui comporte 400 millions de XRP, contient une note de service particulièrement étrange, suscitant la curiosité des membres de la communauté quant à son origine et à l'entité qui en est responsable. Monsieur Intuitive, figure bien connue de la communauté XRP, a d'abord attiré l'attention sur le moment énigmatique dans un tweet récent. L'influenceur communautaire a fait part de sa surprise, de son étonnement face au contenu du message. Et le contenu du message, il est vraiment bizarre, ça je l'avoue pour de vrai. Le mémo était joint à une transaction d'exécution d'entièrement. Aujourd'hui à minuit, la transaction impliquait 400 millions de XRP, actuellement évaluée à 275 millions de dollars, alors que la transaction ressemblait à une exécution d'entièrement ordinaire. Le mémo se démarquait. Ça lit. La berline est maintenant limbo. La confiture tiède est maintenant la confiture chaude. Le rat de DAIA, donc Digital Asset Investor, est pris dans un piège à souris. Maintenant, le doc cassé et le compte Twitter piraté de Jeremy Hogan seront-ils réparés? La fête deviendra-t-elle une vraie fête? La révolution sera-t-elle télévisée? En accompagnement, David, la sauce secrète est-elle une sauce tiède ou une sauce piquante? Comme what the fuck? C'est quoi ce message? C'est quoi ce mémo? En plus, on voit receiver Ripple, donc escrow owner Ripple, donc c'est une transaction de Ripple qui va dans le wallet de Ripple. Tu vois, on voit ici Ripple. Et là, le mémo, il fait aucun sens. Tu te dis, mais qui a écrit ce mémo? Bien que l'ensemble du message soit ouvert à de nombreuses interprétations, il fait allusion en partie aux événements au sein de la communauté XRP. Mais c'est vrai, tu as le Digital Asset Investor, donc si vous le connaissez, c'est un YouTuber qui est très connu, donc on l'appelle le rat, parce que c'est un rat. Ici, il parle de Jeremy Hogan, parce qu'ils se sont fait pirater, Jeremy Hogan s'est fait pirater son compte Twitter. Donc là, il dit, est-ce qu'ils seront-ils réparés? La fête deviendra-t-elle une vraie fête? Donc sûrement, il parle de la fête de XRP Las Vegas, peut-être. La révolution sera-t-elle télévisée? Ben oui, on est en train de vivre une révolution là, en ce moment. David, la sauce secrète est-elle une sauce tiède ou une sauce piquante? Donc ça, pas très, je connais pas trop. Mais anyway, c'est vrai, c'est des événements qui se sont passés dans la communauté XRP. Mais c'est vraiment bizarre qu'on parle de ça comme ça dans un... C'est vraiment bizarre. Même moi, je suis étourdi par rapport à ce mémo, la vérité. Bref, c'est un mémo, on s'en bat les couilles. Peut-être quelqu'un, il essaie de rigoler. Peut-être que, voilà, ça n'a pas rapport. Mais c'est juste bizarre, c'est juste ça. Donc, la note attire l'attention sur le compte Twitter récemment compromis de l'avocat Jeremy Hogan. Comme l'a rapporté de Crypto Basic la semaine dernière, des escrocs ont piraté le compte Twitter de Hogan pour promouvoir un faux cadeau XRP le 24 juillet.
Le mémo demande si l'avocat Jeremy Hogan pourrait récupérer son compte Twitter piraté. Cette question arrive avec quelques jours de retard, alors que Hogan a récupéré son compte le 29 juillet. Le message sur le mémo adresse également une question au directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz. La sauce secrète est-elle une sauce tiède ou une sauce piquante? La nature énigmatique du mémo a suscité diverses réactions communautaires, compte tenu du fait qu'il aurait pu provenir d'un employé de Ripple. Voilà, c'est un employé de Ripple qui a envie de troller la communauté XRP, c'est sûr. Notamment, le style de rédaction est similaire aux publications faites par des individus au sein de la communauté XRP qui se font appeler Riddlers. Donc, après, voilà, j'ai pas d'opinion sur ce mémo, mais la vérité, il est bizarre. Maintenant, XRP Scan lance un nouveau portail de développeurs pour stimuler l'innovation sur le XRP Ledger. Donc XRP Scan dévoile la plateforme API XRP Scan, un portail de développement pour le XRP Ledger offrant des API REST conviviales pour la surveillance et l'analyse en temps réel des transactions XRP sur le grand livre. La plateforme améliorée est destinée à attirer les développeurs de divers domaines, favorisant une nouvelle vague d'innovation sur le XRP Ledger et favoriser l'adoption par le grand public. Donc le XRP Ledger fait un pas de géant dans l'adoption grand public alors que le XRP Scan, un composant essentiel du protocole, lance son nouveau portail de développeurs amélioré. La plateforme API XRP Scan offrant une expérience plus simple et conviviale. Cet ensemble d'outils de pointe fournit aux développeurs une série d'API REST ouvrant un monde de possibilités pour la surveillance et l'analyse en temps réel des transactions XRP sur le grand livre. Donc nice. Donc XRP Scan, vous le connaissez, c'est comme tu parles de Ethereum Scan. Donc c'est là où on peut vérifier une adresse, combien elle détient cette adresse, les transactions de cette adresse, etc. etc. Donc XRP Scan, c'est connu, vous le connaissez tous. Là maintenant, ils ont créé un portail pour les développeurs. Donc on appelle ça API XRP Scan. Il offre des API REST. Ok, donc qui permettent la surveillance et l'analyse en temps réel des transactions sur le grand livre XRP. Donc ça c'est magnifique. Bravo à ce développement et on avance. Ici, ça dit Ripple attend le départ des investisseurs de détail et accueille de lourds investissements institutionnels. Donc c'est un titre qui est un peu bizarre pour de vrai. Elle attend le départ des investisseurs de détail. Je pense que Ripple n'attend personne. Hein. Elle n'attend ni le départ ni l'arrivée de ci, de ça. Tu vois, Ripple c'est Ripple. Elle met l'infrastructure. Donc, est-ce qu'elle attend vraiment le départ des investisseurs de détail? Je pense pas. Pour de vrai, je ne sais même pas quoi dire d'après ce titre. Mais accueille de lourds investissements institutionnels, ça je suis d'accord. Dans le sens qu'il y a la DeFi institutionnelle qui arrive, donc les AMM, les fournisseurs de liquidités, etc., etc. Ça on le sait. On sait que les banques, les institutions financières, les banques centrales, les gouvernements, ils vont utiliser la plateforme CBDC. Donc on sait que les institutions, c'est les clients prioritaires de Ripple. Mais Ripple attend-elle le départ des investisseurs de détail? Je ne suis pas très convaincu par ça parce que Ripple ne fait absolument rien pour vraiment mettre la pression sur les particuliers, la vérité. Au contraire, on voit Brad Garlinghouse, etc., qui traîne avec les particuliers, il va à leur fête, il s'amuse avec eux, etc. Donc, et en plus de ça, c'est les particuliers qui ont aidé à booster la liquidité de XRP dans le temps, hein, dans les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Tu vois, tout ce temps-là, c'est les particuliers, c'est le retail qui a aidé à créer la liquidité de XRP. Tu vois, donc les retails sont indispensables. Ils étaient indispensables. Maintenant, est-ce qu'ils sont indispensables beaucoup plus qu'avant? Je pense pas. Là, maintenant, c'est les institutions qui sont plus prioritaires. Tu vois. Donc, le virage de l'investissement institutionnel, la décision de Ripple d'accueillir de lourds investissements institutionnels s'aligne sur son objectif de favoriser la stabilité et la confiance dans sa technologie, sa crypto-monnaie. Ça, je suis d'accord. Les investisseurs institutionnels, y compris les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs et les institutions financières, sont connus pour leur stratégie d'investissement à plus long terme. C'est vrai. Parce que ces gens-là vont utiliser XRP, ils vont investir sur XRP pour du long terme, ils vont l'utiliser. Donc, vraiment, les institutions financières vont utiliser XRP. Nous, on ne va pas utiliser XRP. La plupart d'entre nous ne vont pas utiliser XRP. Peut-être il y en a qui vont utiliser XRP pour fournir de la liquidité sur les pools de liquidité. Il y en a d'autres qui vont juste vendre leur XRP. La plupart, 90% des gens qui sont sur XRP, c'est pour revendre leur XRP. That's it. Quand il va arriver à un certain prix. Donc, pour le long terme et pour des stratégies d'investissement long terme et pour de la stabilité, pour de la confiance, etc., etc., c'est les institutions, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain.
ce qui pourrait aider à réduire la volatilité des prix du XRP au fil du temps. En attirant des acteurs institutionnels plus importants, Ripple vise à créer un marché plus robuste et fiable pour le XRP. Bien sûr, si tu as un marché que pour le retail, que pour les particuliers, c'est sûr et certain, de 1, il n'y aura pas beaucoup d'argent, de 2, ça ne sera pas robuste comme ils le veulent. En ayant des institutions financières, etc., et en ayant une infrastructure qui est basée que sur eux, qui les priorise, ben c'est là que tu auras un marché robuste et un marché fiable pour XRP. De plus, l'implication institutionnelle peut conduire à une adoption plus large du protocole de paiement de Ripple. Au fur et à mesure que les grandes entités financières adoptent la technologie, le potentiel de transactions transfrontalières transparentes devient plus évident. La confiance que les investisseurs institutionnels apportent à la table peut également encourager les organismes de réglementation à adopter une position plus accommodante entre Ripple et d'autres crypto-monnaies. On avance. Et là, la nouvelle du jour, et ça c'est vraiment drôle. Non, pas celle-là. Et là, c'est vraiment drôle parce que la décision du juge Torres, elle fait mal à plein de monde. Elle a fait mal à plein de monde. Elle continue à faire mal à plein de monde en ce moment même. Les gens n'arrivent pas à tourner la page concernant cette décision. Et qui a créé maintenant ces étincelles maintenant? Parce que Do Kwon, vous connaissez Do Kwon. Do Kwon, c'est lui qui était derrière Terra. Et là, vu qu'il a entendu que la SEC a perdu vis-à-vis Ripple, et Ripple a gagné le jugement sommaire, donc dans son jugement à lui, il est parti dire à son équipe d'avocats et bien sûr au juge qui gère l'affaire entre Do Kwon, etc., il a dit, hey, regardez, Ripple elle a gagné vis-à-vis la SEC, donc pourquoi vous ne prenez pas la même direction que le juge Anelisa Torres? Tu comprends? Donc Terra, ce n'est pas une sécurité ou je sais pas quoi. Donc, et c'est là que le juge de Terra, il est venu, il a dit non, moi je ne suis pas d'accord avec la décision de la juge Anelisa Torres. Donc maintenant, vous voyez clairement que même si c'est la loi, même si la juge, voilà, elle a donné sa loi, ils ont beau à faire ce qu'ils veulent, ils peuvent frapper leur tête contre le mur, on s'en fout, la loi c'est la loi, le juge a donné sa décision, c'est mort. Mais tu vois que plein de monde, pas juste ce juge-là, mais Gary Gensler et d'autres personnes sont aucunement d'accord avec la décision du juge. Et là, ça leur fait mal au cul, la vérité, ça leur fait mal. Un expert juridique dit qu'il est difficile de dire que le juge Torres a mal appliqué la loi en déclarant XRP non sécurité. Bien sûr, c'est difficile de dire que le juge a mal appliqué la loi. Le juge a pris son temps, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il suit les choses petit à petit. Il a même pris son temps pour donner sa décision sur le jugement sommaire. Et quand il a donné sa décision, il l'a bien donnée. Tu vois? Parce que pourquoi maintenant ces gens-là ne sont pas d'accord? Parce que 90% des gens pensaient que Ripple allait perdre. Donc là, maintenant, ils sont choqués. Ils sont comme, what? Hein? Le meilleur expert juridique que la plupart des commentateurs se trompent en analysant la décision du juge Torres concernant le statut de sécurité XRP. Le meilleur expert juridique dit que la plupart des commentateurs se trompent en analysant la décision du juge Torres concernant le statut de sécurité XRP. Même moi, je suis d'accord. La plupart d'entre eux se trompent. Ils vont continuer à se tromper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, mais voilà quoi. Donc Mike Selig, un avocat spécialisé dans la cryptographie et la réglementation financière, s'est adressé à Twitter pour clarifier la décision de la juge Anelisa Torres dans l'affaire SEC contre Ripple. Hier, dans un fil de discussion, Selig a déclaré qu'il était faux pour les commentateurs d'affirmer que le juge Torres avait statué que le XRP était un titre lorsqu'il était vendu à des clients institutionnels et non un titre lorsqu'il était vendu à des investisseurs particuliers. Je suis d'accord, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Quand les investisseurs particuliers, c'est toi et moi, est-ce qu'on achète XRP de chez Ripple? On l'achète de Bitro, on l'achète de Binance, on l'achète sur les plateformes. Donc on l'achète comme Bitcoin, on l'achète comme n'importe quel autre actif. Donc il n'y a pas Ripple. Ripple n'est pas l'intermédiaire ici. Mais avec les investisseurs institutionnels, oui, il y a un contrat avec eux. Pas tous, mais certains, il y a un contrat avec eux. Donc c'est un contrat d'investissement. Tu achètes de chez moi, mais tu n'as pas le droit de vendre pour un certain moment. Donc là, ça, c'est une sécurité si tu veux. Mais pour les investisseurs particuliers, il n'y a pas de sécurité. Et la juge, elle a eu raison sur le marché secondaire. Selon Selig, le juge Torres a estimé que XRP lui-même n'est pas une sécurité. C'est les ventes qui le rendent une sécurité. Mais lui-même, ce n'est pas une sécurité. Cependant, elle a décidé que la pièce pouvait être vendue dans le cadre d'un titre. Elle pourrait être vendue. Donc,
avec les institutions financières que Ripple est connecté avec. Donc, quand les institutions financières vont acheter directement de chez Ripple, oui, ça, c'est des ventes de sécurité. Et c'est pour ça que la SEC a gagné ce volet-là. Les 3 autres volets, les a perdus. Les ventes programmatiques, ce n'est pas des sécurités. Les ventes dans le marché secondaire, ce n'est pas des sécurités. Et les ventes que Brad Garlinghouse et Chris Larsen ne sont pas des sécurités. Donc la seule chose qui est une sécurité, c'est les contrats que Ripple a fait avec les institutions financières. Donc les marques de ces ligues interviennent quelques jours après que le membre du Congrès américain Brad Sherman a critiqué la décision. Donc là, on a un membre du Congrès qui lui aussi critique la décision du juge. Donc là, on voit ici que le même groupe qui a insulté Ripple depuis le début, ben c'est le même groupe qui n'est plus d'accord, qui n'est pas d'accord avec la décision du juge. Donc tu vois que c'est le même groupe qui ont la même coordination là, tu vois. Ils disent la même chose au même moment, affirmant qu'il est ridicule pour le juge de décider que le XRP est parfois une sécurité et parfois non. XRP est un code informatique. Selig a souligné que XRP n'est qu'un code informatique, comme l'or et le whisky. C'est vrai. Il a déclaré que XRP pourrait être vendu dans le cadre d'un programme d'investissement impliquant les lois sur les valeurs mobilières. L'avocat de la cryptographie a noté qu'il incombe au tribunal de déterminer si quelqu'un a investi de l'argent dans une entreprise commune et s'attend à un profit basé sur les efforts des autres. Donc, nous, quand on investit sur XRP, est-ce qu'on dépense sur les efforts de Ripple? Non. On dépense sur l'utilité de XRP. Tu comprends? Donc, ce n'est pas un contrat d'investissement dans le marché secondaire. Maintenant, quand les institutions financières achètent directement de chez Ripple, donc il y a un contrat d'investissement. So, peut-être qu'il y a une promesse comme quoi XRP va augmenter dans un futur proche. Mais quand il va augmenter, vous n'avez pas le droit de le revendre dans le marché secondaire, etc. Donc là, comme il y a une promesse, donc oui, si tu veux, la juge, elle a eu raison sur ces ventes institutionnelles que Ripple fait directement avec eux. Pourquoi? Parce que il y a un contrat, il y a un profit basé sur les efforts de Ripple. Tu comprends ce que je veux dire? So, dans ce côté-là, la juge, elle a eu raison. Ça, c'est des ventes de sécurité. Tu vois? Mais le reste, elle a eu raison à 100%. Le fait que XRP, ce n'est pas une sécurité sur les 3 autres volets. Il a noté qu'il doit y avoir suffisamment de faits pour prouver qu'une transaction ou un stratagème satisfait à chaque élément du critère Howey. Le juge a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de faits concernant certaines ventes de XRP. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Notamment le test Howey est un test juridique qui détermine si une transaction constitue un contrat d'investissement aux États-Unis. Pas facile de dire comment le juge Torres a mal appliqué la loi. Selig, d'après Selig, il est difficile pour quiconque de dire comment le juge Torres a mal appliqué la loi dans l'affaire Ripple. Tu vois, donc ça fait que parler pour parler. Ah ouais, c'est une mauvaise décision. Ah ouais, c'est une mauvaise ci. Ah ouais, c'est une mauvaise ça. Mais personne n'est capable de donner les arguments pour dire ah, voilà pourquoi c'est une mauvaise décision. Personne. Tu vois, donc c'est difficile de dire que la juge, elle a mal appliqué la loi. C'est impossible. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'appel. Et même s'il y a un appel, ben, la juge, elle va toujours donner la même décision. Il a ajouté qu'il n'existe aucun précédent juridique soutenant l'idée qu'une marchandise puisse, d'une manière ou d'une autre, incarner une valeur mobilière. Il est difficile de dire comment le juge Torres a pu mal appliquer la loi. En outre, il a déclaré que d'autres tribunaux ont également jugé que les actifs cryptographiques ne sont pas des contrats, des transactions ou des stratagèmes. Ainsi, ils ne peuvent pas être des contrats d'investissement, a-t-il ajouté. Le juge Torres a refusé de légiférer sur le banc pour que les actifs cryptographiques puissent être considérés comme incarnant un contrat d'investissement. Donc, Deaton réagit. Fait intéressant, le fondateur de Crypto Law US, John Deaton, a réagi à l'opinion de Selig sur la décision du juge Torres. L'avocat pro XRP a noté qu'il est étonnant de voir comment plusieurs experts continuent de déformer la décision du juge. L'avocat Deaton s'est demandé si les gens confondaient véritablement la décision du juge ou avaient intentionnellement déformé sa décision pour promouvoir un faux récit. C'est vrai. Là maintenant, ça déforme pas Selig, il n'a pas parlé de Selig. Au contraire, il n'a pas parlé de Selig. Le Selig, au contraire, depuis tout à l'heure, il dit comment il est difficile de dire comment le juge Torres a mal appliqué la loi. Donc lui, au contraire, Selig, il est dans le bon côté. Mais Deaton, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ouais, il déforme la décision du juge pour attirer plus de monde vers leur décision. Ah ouais, tu vois, on a raison. Mais il déforme la décision du juge, la vérité. C'est vrai, il a raison, Deaton, là-dedans.
Pendant ce temps-là, l'avocat d'Ethan a accusé le représentant Sherman d'être parmi les politiciens qui ignorent la loi et promeuvent le contrôle du gouvernement sur les marchés financiers. Et ce gars-là, Sherman, c'est vraiment un enculé de première classe dans le gouvernement américain. Et c'est lui-même qui dit, ouais, on est le gouvernement américain, on a le droit d'imprimer, et tant qu'on a le droit d'imprimer, on va continuer à imprimer. Donc c'est le même politicien qui te dit ce genre de bêtises, et c'est le même qui te dit que XRP c'est une sécurité et que la juge, elle a dit n'importe quoi. C'est le même. Alors comment tu vas prendre en considération ce politicien qui s'est un corrompu, un vendu? Comment? Donc, donc ça c'est la nouvelle du jour. Tout le monde parle de ça sur Twitter, comme quoi le juge de Terra dit que la décision du juge Torres n'est pas bonne. Donc on le voit ici, Ripple CLO accuse le juge Terra d'avoir mal interprété la décision XRP. Le CLO de Ripple, donc Stewart Alderoty, précise que la décision de Terra n'a aucun impact sur le statut de sécurité de XRP. Alderoty a déclaré: le juge Terra doit accepter tout ce que la SEC allègue comme vrai. Le juge Terra a mal interprété le raisonnement derrière la décision du juge Ripple sur la vente sur le marché secondaire. À la suite de la récente décision dans l'affaire Terra, Stewart Alderoty, le directeur juridique CLO de Ripple, s'est présenté pour préciser que la décision n'a aucune incidence sur le statut du XRP en tant que titre. Alderoty a souligné que malgré le résultat différent dans l'affaire Terra par rapport à celui de XRP, cela ne modifie pas la conclusion tirée dans l'affaire Ripple. Ils ont beau, n'importe quel juge, il a beau à dire ce qu'il veut. Ouais, moi je suis pas d'accord. La décision a été donnée par le juge qui était concentré dans l'affaire Ripple. Et la décision est donnée. C'est mort. Aucun juge ne peut venir et dire: ah, moi je suis pas d'accord avec Torres, voilà ma décision. Et là tout le monde prend la décision d'un juge qui n'était même pas dans l'affaire de Ripple. C'est impossible. Ils ont le droit de donner leur opinion. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais c'est pas parce qu'ils donnent leur opinion que la décision du juge Torres devrait changer. Tu comprends? Il a souligné que l'affaire Ripple a bénéficié d'un dossier factuel complet élaboré sur 2 ans, tandis que l'affaire Terra en est encore à ses débuts. Ça, je suis d'accord. Stewart Alderoty a bien parlé. L'affaire Terra ne fait que commencer et le juge doit accepter tout ce que la SEC allègue comme vrai. Et donc là maintenant dans l'affaire Terra, le juge va prendre en considération tout ce que la SEC va dire. C'est exactement comme l'affaire Telegram, l'affaire Kik. Le juge a pris en considération tout ce que la SEC a dit et c'est pour ça que Telegram et Kik, Telegram Kik ont perdu. Donc c'est ce qui va se passer avec Terra. Et qui a allumé les étincelles? C'est Do Kwon. Do Kwon, donc c'est la personne qui est touchée par cette affaire de SEC et Terra. Il dit: regardez, la juge, elle a décidé en faveur de Ripple, donc le juge devrait décider en faveur de Terra. Et c'est là que le juge il a dit: non, moi je ne suis pas d'accord avec la décision du juge Torres dans l'affaire Ripple. En outre, Alderoty a souligné que le juge Terra semblait avoir mal interprété le raisonnement derrière la décision du juge Ripple. Il a souligné un oubli particulier concernant la distinction entre les ventes institutionnelles et publiques d'actifs numériques, selon laquelle les commerçants du marché secondaire ne peuvent pas investir de l'argent dans quelqu'un ou quoi que ce soit s'ils ne savent pas à qui ils achètent. La décision dans l'affaire Terra qui a permis à la SEC de poursuivre son action contre Terraform Labs et son fondateur Do Kwon a semé la confusion dans l'industrie de la cryptographie concernant la clarté de la réglementation. Dans l'affaire Ripple, le juge Torres a statué que le jeton XRP est considéré comme un titre lorsqu'il est vendu directement à des investisseurs institutionnels. Donc les ventes que Ripple fait directement aux institutions financières, aux investisseurs institutionnels, ça, c'est des contrats d'investissement, donc c'est une sécurité. Donc les ventes qui ont été faites dans ce moment-là rendent XRP une sécurité. Mais le reste, il n'y a rien qui prouve que XRP est une sécurité. Mais pas lorsqu'il est négocié en bourse par le grand public. Quand il est négocié en bourse par le grand public, est-ce que tu achètes directement XRP de chez Ripple? Donc il n'y a pas de contrat d'investissement. Cependant, dans l'arrêt Terra, le juge Rakoff a rejeté cette approche et n'a pas fait de distinction entre les pièces vendues aux investisseurs institutionnels et celles négociées sur les marchés secondaires. Donc là, maintenant, encore une fois, pauvre Do Kwon, pourquoi? Parce qu'il a un juge de merde. Et là, quand tu as un juge qui n'arrive pas à faire la différence entre ces deux parties-là, mon gars, pense pas que tu vas gagner l'affaire. Ça, c'est sûr et certain. Donc,
Les affirmations de la SEC résident dans les fausses déclarations présumées faites par Terraform Labs et Quan. Ils auraient incité les investisseurs tant institutionnels que de détail à acheter et à détenir leurs produits en utilisant des déclarations fausses et substantiellement trompeuses. Terra, c'est Terra. Le mec, il a vraiment volé les gens. Il a volé 2 milliards de dollars, après il s'est enfui. Donc ce n'est aucunement la même chose que Ripple. Donc là, on a un fraudeur, on a un arnaqueur, on a un scammer. On a vraiment un écosystème de merde qui a volé des gens contre un vrai écosystème qui est là pour aider les banques mondiales. Donc là, c'est pas... Ça, c'est les tomates et les patates. C'est deux trucs différents. Mais tu as quand même le juge dans cette affaire qui n'arrive pas à faire la différence entre les ventes institutionnelles et les ventes dans les marchés secondaires. Et en plus de ça, il n'arrive pas à faire la différence entre les deux dossiers, Terra et Ripple. Donc, yeah. Et ici, on voit David Schwartz. Lui aussi, il donne son point de vue concernant ce truc. Et là, on finit, on est déjà à 30 minutes. Waouh. Ripple CTO déclare pourquoi le tribunal a rejeté la distinction de vente XRP du juge Torres. Deaton réagit. Donc, Ripple CTO commente la récente décision Terra, soulignant les raisons possibles pour lesquelles le tribunal a rejeté la distinction du juge Torres concernant les ventes XRP de Ripple. Il y a eu un débat sur une récente décision sur l'affaire Terraform Labs, dans laquelle un juge fédéral a rejeté la distinction du juge Torres concernant les ventes XRP de Ripple. Il convient de mentionner que le juge Torres a ordonné que les ventes de Ripple aux investisseurs institutionnels soient des titres tout en considérant ceux vendus via des échanges numériques comme des non-titres. Fait intéressant, Terraform Labs et son fondateur Do Kwon ont tenté d'utiliser la décision du juge Torres comme précédent juridique pour rejeter le procès de la SEC. Voilà, c'est exactement ça. Donc Do Kwon et l'équipe d'avocats de Do Kwon ont essayé d'utiliser la décision du juge Torres à leur avantage. En réponse, la SEC a déposé une contre-requête pour rejeter la décision. Donc là, maintenant, vous le voyez clairement que cette affaire Ripple, la SEC, c'est devenu vraiment... l'affaire de Ripple est devenue le cauchemar de la SEC. À chaque fois qu'elle voudra, par exemple, attaquer une compagnie comme Terra, etc., ben, les gens concernés vont juste prendre la décision du juge Torres comme un précédent juridique pour l'utiliser contre la SEC. Et là, la SEC, ça se voit qu'elle n'aime pas ça. Et la SEC a déposé une contre-requête pour rejeter la décision, déclarant que le juge Torres avait commis une erreur dans la décision. Donc la SEC continue à dire que le juge Torres a fait une erreur. Malgré le fait que chaque vente qui a été faite, malgré les 4 volets, le premier volet que la SEC a gagné, ça fait du sens. Ça, j'ai rien à dire. Quand tu achètes directement de chez Ripple, il y a un contrat d'investissement, donc c'est des ventes de titres. Ça, je suis d'accord. La SEC, bravo à toi. Mais quand tu dis que XRP est un titre dans le marché secondaire, donc moi et toi, on va acheter XRP de chez Bitrue. Est-ce qu'il y a Ripple entre nous? Est-ce qu'il y a un contrat d'investissement entre nous? Non, zéro. Donc la juge a raison. Les ventes programmatiques, donc les ventes programmatiques qui se font d'une façon, elles sont programmées à sortir une fois par mois, des trucs comme ça, comme on est en train de voir avec le escrow. Hein? Donc ça, c'est des ventes programmatiques. Et les gens qui achètent ces XRP-là, donc les institutions financières, les hedge funds, etc., ne savent pas si l'argent va directement à Ripple ou pas. Donc, c'est des ventes programmatiques. Donc, c'est directement, donc, voilà, ça achète, mais on ne peut pas savoir si l'argent est parti directement de chez Ripple. Donc, c'est ça pourquoi les ventes programmatiques, et la juge l'a dit elle-même, elle l'a écrit, elle l'a écrit dans son truc, tu comprends, dans la décision. Donc, les ventes programmatiques ne sont pas des sécurités. Et en plus de ça, les ventes que Brad Garlinghouse et Chris Larsen ne sont pas des sécurités. Les ventes que Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont fait ne sont pas des sécurités. Donc, et elle continue à faire le têtu ici. Elle continue à parler comme si elle avait raison. Parce que si elle avait raison, crois-moi qu'elle aurait sorti des arguments et des preuves dans ces 2 ans-là. Et pendant 2 ans, elle n'a rien sorti que de la merde. Tout ce qu'elle a sorti, c'est le DPP. Tout ce qu'elle faisait, c'est se cacher derrière la loi américaine pour ne pas donner certains documents. Donc, le juge Jed Rakoff, qui a présidé l'affaire Terra, a rejeté la distinction du juge Torres, suscitant ainsi un grand débat sur Twitter. Commentant, un ancien avocat spécialisé en valeurs mobilières, John Reed Stark, a tweeté aujourd'hui que la décision Ripple était déjà
en gros problème. Ripple CTO pense autrement. Cependant, Ripple CTO David Schwartz ne le pense pas. Il a noté que la décision est basée sur une perspective inhabituelle du système et rien sur le fonctionnement des crypto-monnaies. Schwartz a partagé un extrait de la décision affirmant que rien de ce que le juge a déclaré ne s'applique aux actifs cryptographiques typiques. Donc, de plus, Schwartz a précisé que le rejet par le juge Rakoff de la décision du juge Torres était fondé sur des différences de faits et non sur son désaccord. Voilà, ça je suis d'accord avec David Schwartz. Donc c'est les différences de faits qui ont fait que le juge Rakoff dit que la décision du juge Torres est mauvaise. Mais en fait, s'il était dans les mêmes faits, le juge Rakoff aurait dit oui à la décision du juge Torres. Décision Terra divisée en deux catégories. Selon le CTO de Ripple, la décision du juge Rakoff dans l'affaire Terraform Labs peut être divisée en deux interprétations possibles pour les amateurs de XRP. Les pires et les meilleurs scénarios. Pour le pire des cas, Schwartz a déclaré que le juge pourrait impliquer qu'il ne suivra pas la décision du juge Torres car il a appliqué des tests supplémentaires ne faisant pas partie de Howey. Pour le meilleur scénario, Ripple CTO a noté que le juge Rakoff aurait pu être en désaccord avec l'argument de suivre la décision du juge Torres parce que son raisonnement impliquait indirectement des faits qui ne s'appliquent pas à l'affaire Terraform Labs. De plus, Schwartz a déclaré que le juge Rakoff pourrait dire que le test Howey ne fait pas de distinction entre les ventes sur le marché secondaire et celles vendues à des investisseurs institutionnels. D'où sa décision de ne pas suivre la décision de son collègue. Il a raison là, ça c'est une très bonne remarque ici. Donc si le tribunal l'a fait dans Ripple, c'était soit faux, soit parce que les faits dans ce cas particulier justifiaient cette distinction. Et le tribunal pense que les faits dans ce cas ne justifient pas une telle distinction, a ajouté Schwartz. Deaton applaudit la critique de Schwartz. C'est vrai, David Schwartz, il devrait être un avocat pour de vrai. Pour de vrai, là, si tu relis encore là, il a totalement raison. Folle remarque. Pendant ce temps, l'analyse de Schwartz a suscité des réactions de passionnés de crypto, dont le fondateur de CryptoLoad, John Deaton. L'avocat Deaton a applaudi le CTO de Ripple pour avoir fourni un examen exceptionnel de la décision. Deaton a affirmé que certaines des meilleures analyses juridiques qu'il a lues proviennent généralement de non-avocats. Alderoty dit que l'affaire Terra ne change rien. Schwartz n'est pas le seul dirigeant de Ripple à avoir réagi à l'affaire Terra comme indiqué aujourd'hui. Le directeur juridique de Ripple, Stewart Alderoty, a clarifié la récente décision de Terraform Labs. Selon Alderoty, la décision du juge Rakoff ne change rien au procès Ripple, y compris que XRP n'est pas une sécurité. Donc les gars, je sais que là en ce moment tout le monde parle de ça, mais n'oubliez pas un truc. Un juge qui n'a pas assisté ou qui n'a pas travaillé dans l'affaire Ripple SEC, il a beau à donner son opinion ne sera pas prise en considération parce que la décision a été donnée par le juge impliqué dans l'affaire Ripple SEC. Et le juge a donné une bonne décision basée sur la logique et basée sur des arguments fiables. Donc, ne vous inquiétez pas une seconde. XRP, ce n'est pas une sécurité. XRP ne sera jamais une sécurité. Il n'y aura pas d'appel. Et même s'il y a un appel, ça va prendre 2-3 ans. Et même s'il y a un appel et ça prend 2-3 ans, la juge restera toujours sur la même décision. Ça, c'est inévitable, les gars. Donc là, maintenant, vous le savez. Il y a un groupe qui travaille en ce moment ensemble pour peut-être inciter et influencer les gens à revenir sur la décision de XRP. Donc, encore une fois, c'est Hollywood. Encore une fois, c'est fait exprès. On reste focus. XRP, ce n'est pas une sécurité. Et soyez prêts pour fin 2024-2025. Ça va être incroyable. Donc, je sais que c'est une vidéo qui est très longue, 38 minutes. Je suis vraiment désolé. Mais quand tu parles de la SEC, quand tu parles de l'affaire juridique, ça prend trop de temps. Je suis vraiment désolé. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère que je me suis bien exprimé. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Je vous invite dans le Discord. Demain, j'aurai un putain de stream sur le Discord. Et là, demain, je vais parler de au moins 8 opportunités qui se trouvent dans le Discord. Donc si tu cherches des nouvelles opportunités et si tu veux investir sur des trucs sérieux et fiables, viens dans le Discord, tu es le bienvenu mon frérot. Sinon, prenez soin de vous et un joyeux mardi et on se capte mercredi. Ciao.